quand les signaux ne se voient pas, ou comment on peut diagnostiquer les choses, des choses à partager avec nous, justement, sur ces signaux d'alerte, ou là où il faut être vigilant. Alors, on peut parler de la SCOF. On peut parler de la SCOF, qui est un questionnaire qui permet déjà d'identifier, avec 5 petites questions assez faciles à poser, vous pouvez un peu identifier. Si vous avez 2 réponses positives, vous trouverez sur la SCOF sur Internet, SCO2F, et vous allez avoir, si vous avez 2 réponses positives, vous allez pouvoir présupposer qu'il y a un début de trouble alimentaire ou qu'il y a quelque chose de l'ordre du désordre alimentaire. Donc utiliser la SCOF, c'est pas mal. Vous glissez les questions en même temps que vous faites votre entretien clinique. Tu veux que je prenne les questions? Tu veux que je dise un petit peu les questions? Ah bah voilà, les questions, c'est la question que j'avais posée, parce que moi j'avais noté ça effectivement, mais... Alors les questions de la SCOF, du coup, première question, c'est: te fais-tu vomir lorsque tu as une sensation de trop-plein? Vous faites-vous vomir? Parce que j'ai mis en tutoiement, pardon. Vous faites-vous vomir parce que vous avez une sensation... vous vous sentez mal d'avoir trop mangé, pardon. La deuxième question: vous inquiétez-vous d'avoir perdu le contrôle de ce que vous mangez? Troisième question: avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en 3 mois? Quatrième question: pensez-vous que vous êtes grosse, alors que d'autres vous trouvent trop mince? Et cinquième question: diriez-vous que la nourriture domine votre vie? 2 réponses sur 5 sont déjà fortement prédictives d'un trouble du comportement alimentaire. Ah oui, 2 réponses sur 5. Ouais. Et dans les modes de régime à l'heure actuelle, vous avez encore des gens qui se vantent sur les publicités de ces trucs de minceur, là, où j'ai perdu 11 kilos, etc. en quelques mois. Mais en fait, on a déjà une réponse positive dans le questionnaire de la SCOF, bien sûr. La finesse, en fait, c'est ce que vous allez développer au fur et à mesure de rencontrer les patients de TCA, à travailler avec eux et à enlever vos doutes sur un diagnostic de TCA ou confirmer vos doutes sur un diagnostic de TCA. C'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a une architecture, je dis toujours, on devient expert de l'architecture de pensée des patients avec certaines formulations qui reviennent très fréquemment, des verbes, des mots qui sont utilisés et qui sont de suite des signaux d'alerte. C'est-à-dire que vraiment, ce que j'observe moi dans ma clinique, c'est que dès que je vais entendre des mots gâchette, vraiment, on va retrouver cette dimension de trouble alimentaire. Mais là, c'est l'expérience qui va parler. En fait, ce qui est important, c'est d'aller explorer avec le patient sur les difficultés qu'il a à l'heure actuelle et pourquoi il vient consulter, et de prendre le temps avec lui, quand vous débutez, de prendre le temps avec lui, d'aller que le patient vous explique qu'est-ce qui se passe en fait. Et au fur et à mesure que vous allez travailler avec lui, vous allez pouvoir mesurer des degrés d'urgence ou de problématiques que vous allez pouvoir mettre en place. Notre défaut à tous les deux, c'est qu'on est dans les systèmes d'expertise et puis on voit les situations cliniques les plus complexes. La plupart du temps, on arrive où il n'y a pas de problème de diagnostic entre guillemets, c'est déjà posé, soit c'est les collègues psychiatres moi, qui m'adressent les patients, mais j'ai moins de patients qui viennent en direct aujourd'hui. Il y a quand même un maillage qui existe, donc on les voit moins en première intervention. Plus ce qui est problématique pour nous en tant que diète, puisqu'on est quand même formé à ça sur une pratique des régimes, même si ça représente même pas 5% de notre formation, de parler de régime, de perte de poids, on vient nous consulter pour de la problématique de poids. Et c'est là où on doit être de plus en plus mieux formé et sensibilisé au TCA. Je dis d'ailleurs, un bon diète devrait avoir de suite une année de DU TCA pour travailler là-dessus, pour pouvoir déceler des problématiques. Mais une fois qu'on a fait ça, on se retrouve quand même face à un patient qui va vouloir désirer perdre du poids et rentrer quand même dans cette logique, donc c'est pas suffisant. Mais je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus des soignants qui vont être des protecteurs vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a quelques années, je m'étais fait assassiner en plein congrès en disant que les diètes, c'était les premiers pourvoyeurs de TCA, parce qu'on pratiquait les régimes et qu'on donnait de la perte de poids aux gens, ce qui était en partie vrai, mais chose à laquelle j'avais répondu, aujourd'hui, dans les congrès, je vois qu'il y a plus de 30% ou 60% de diètes qui viennent dans les congrès pour les TCA, donc on devient les premiers protecteurs de ça maintenant. Il faudrait que ça s'affirme un peu plus, et ce serait pas mal. Mais alors vous deux, vous êtes au cœur de ces réalités au quotidien, avec des cas, vous me le racontiez l'autre jour, les plus difficiles, notamment là où vous bossez, mais un généraliste. Est-ce qu'il y a des trucs, c'est sans doute stupide. Non, c'est vrai que la SCOF, c'est un outil de dépistage et qui permet d'avoir un petit peu des questions généralistes en tête pour essayer de tâter un peu le terrain, essayer de faire débuter l'enquête, on va dire. Mais après, il y a des signes qui peuvent alerter un médecin ou un soignant qui rencontre un patient qui, malheureusement, souvent ne dit pas qu'il est en souffrance. Il y a aussi beaucoup de ça, parce que si le patient
patient vient directement en disant « je pense souffrir de troubles alimentaires », déjà ça ouvre le sujet et la conversation est quand même plus simple. Si la personne vient avec un mal-être sans prononcer des difficultés vis-à-vis de son alimentation, vis-à-vis de son poids, et qu'on ne va pas le questionner, c'est vrai que souvent ils ne vont pas formuler au médecin généraliste les difficultés. Moi, j'ai régulièrement des patients qui me disent ça fait 1 an que je vais voir mon médecin généraliste parce que je me sens pas bien et j'ai toujours pas osé lui dire qu'en fait je faisais des pertes de contrôle alimentaire. Donc il y a une honte, il y a une culpabilité qui est énorme et du coup les patients ont beaucoup de mal à en parler. Donc c'est aussi à nous en tant que soignants d'essayer de repérer des variations pondérales importantes, des carences nutritionnelles, faire un bilan, essayer de repérer aussi du coup un mal-être, des troubles hormonaux, une aménorrhée, des troubles de la fertilité. Ça, c'est des petites choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur tiens, est-ce qu'il y a une alimentation qui est suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas des préoccupations corporelles? Et il faut oser poser les questions directement aux personnes, en fait, parce que ça va pas... Enfin, elles ne vont pas en parler spontanément. Souvent, ce n'est pas le cas, donc... il ne faut pas hésiter. Tout en comprenant que le TCA peut partir de n'importe quel IMC. Oui, n'importe quel poids. Et donc c'est vrai que toute la première partie, on l'a dit tout à l'heure, la valorisation de la perte de poids chez certaines personnes qui étaient en surpoids et qui va être renforçateur de ce terreau fertile pour le TCA, c'est sûr que quand vous êtes à un IMC 30 et que vous en perdez 10, vous êtes encore en surpoids, mais vous avez toute une valorisation plutôt attendue. Mais si on valorise quelque chose dont on ne sait pas la pratique alimentaire de l'individu, très rapidement, vous pouvez glisser dans le TCA. Donc il faut bien aussi se rendre compte que le TCA peut partir de n'importe quel IMC. Là aussi, on parle aussi de ces idées reçues, ça touche tout le monde en fait et à tous les poids. C'est pas uniquement la maigreur qui a été toujours un peu standardisée et valorisée, mais nos patientes avec de la boulimie et vomissement, elles sont à IMC normal. Et alors, ça, je trouve qu'on a une responsabilité aussi en tant que soignant vis-à-vis de nos mots, des commentaires qu'on va avoir en consultation quand on rencontre un patient. Effectivement, le fait de valoriser une perte de poids, c'est quelque chose qui peut être extrêmement néfaste et qui peut entretenir, majorer, aggraver des troubles alimentaires. Donc, moi, je dis souvent sur les réseaux sociaux, on évite les commentaires sur le poids et sur l'alimentation. On va au-delà, on cherche au-delà. Il y a un truc qui me vient en tête là par rapport à la question du poids. J'ai vu passer récemment une tribune d'une médecin qui parlait des risques qui allaient venir d'accélérateurs de troubles alimentaires avec les analogues GLP-1. Donc on voit parler partout Ozempic, Wegovy, les injections, la perte de poids ultra rapide chez pas mal de patients qui sont obèses et qui ont les indications pour avoir ce type de traitement, d'autres qui le mésusent. Et en fait, il va falloir qu'on puisse repérer en tant que soignant des formes d'anorexie mentale atypiques. Parce que malheureusement, ces médicaments-là, ils coupent l'appétit, ils font perdre du poids extrêmement rapidement et ils peuvent accélérer des symptômes restrictifs et cacher des symptômes restrictifs. Et on peut se retrouver face à une personne qui a encore un poids normal, voire qui est encore en surpoids. Et j'ai vu une patiente il n'y a pas très longtemps dans ce contexte-là, et qui en fait souffre de dénutrition sévère, parce qu'on n'a pas besoin d'être en sous-poids pour souffrir de dénutrition sévère, et qui souffrait de tous les symptômes d'anorexie mentale, et qui malheureusement était passée aux urgences suite à un malaise, et avait eu comme remarque finalement ça vous va bien, vous avez encore un peu de marge, je pense que c'est bon, il faut juste arrêter de maigrir maintenant, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer chez vous. Pas de bilan, pas d'examen clinique. Enfin, voilà. Et en fait, cette patiente, elle était vraiment en risque vital engagé. Pour le coup, elle avait un bilan qui était catastrophique. Elle souffrait d'anorexie mentale, de dénutrition sévère, et elle avait perdu plus de 50% de son poids en 3 mois. Donc c'était énorme. Elle était vraiment sauf qu'il n'y a pas eu d'anamnèse, il n'y a pas eu... Parce qu'en fait, elle est arrivée avec un poids normal, sans malaise visible. Et donc, c'était une plainte lambda. Il y avait beaucoup de monde aux urgences. On lui a dit, non, c'est bon, allez voir votre médecin généraliste une autre fois. Enfin, là, c'est les urgences quand même. Voilà. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Les troubles alimentaires, c'est pas visible. C'est pas toujours visible. Il y a des formes qui sont visibles et souvent, elles sont effectivement déjà très graves aussi. Mais il y a plein de formes qui sont pas visibles et qui peuvent être gravissimes. Et aujourd'hui, on est confronté dans notre société à des médicaments qui peuvent amener à ces situations-là et décompenser des troubles alimentaires dont on n'a pas encore trop la visibilité. C'est ce qui fait que, alors je lisais, et puis quand on a échangé, c'est ce que vous m'avez dit, de temps en temps, le diagnostic, il n'est pas fait avant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire, ça dure un certain temps avant de se dire, effectivement, cette personne-là est touchée par un trouble de la conduite alimentaire. Alors, autre chose, le déni.
justement dans ces TCA. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment ça fonctionne en fait chez le patient, ce déni? Déjà, on distingue deux types de déni. Il y a le déni non intentionnel et le déni intentionnel. Et ça, il faut savoir bien travailler dessus. C'est que le déni non intentionnel, c'est-à-dire que le patient est tellement pris par sa pathologie et tellement enfermé dans cette pathologie qu'elle n'arrive plus à faire le pas de côté pour se rendre compte dans quelle situation elle est. Et on a ce déni, par contre, qui est intentionnel, où en fait le patient reconnaît qu'il y a un problème, mais que pour l'instant, cette personne ne nécessite pas de soutien ou d'aide ou de suivi pour pouvoir sortir de cette problématique. Donc en fait, il faut distinguer ces deux choses. Ensuite, en consultation, lorsque vous allez repérer ces dénis intentionnels ou non intentionnels, il y a des moyens de travailler avec pour pouvoir essayer de faire changer les choses. Ouais. Comment ? Bon, principalement, c'est ce qu'on appelle les entretiens motivationnels. C'est les techniques les plus utilisées pour essayer de faire prendre conscience. Après, vous avez des choses... tout à l'heure, quand je parlais de l'histoire du cancer, de décentrer aussi la situation, ça permet de décentrer aussi la situation, ça permet de faire prendre conscience, parce qu'en effet, dès que vous dites tu as une maladie qui est grave, parce qu'il faut rappeler que cette maladie est grave, beaucoup de patients ne se rendent pas compte de la gravité de cette pathologie, et de décentrer sur un cancer, évidemment, il n'y a personne qui prendrait du temps pour réfléchir à savoir est-ce que je prends un traitement ou pas, même si les conséquences sont majeures, que je vais vomir, que je vais être mal, que je vais être pas bien. Non, tu prends ton traitement. Et je pense qu'il faut ramener, dans certaines situations cliniques, je dirais qu'il faut ramener de l'émotion aussi dans la consultation pour aussi leur faire prendre conscience de certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec des patients qui sont trop dénutris. Alors là, clairement, l'émotionnel, vous n'arriverez pas à le faire émerger, mais quand il y a quand même beaucoup de consultations où il y a de la vie encore qui est présente, je dirais émotionnelle. Et quand ce n'est pas assez activé, il faut activer cette émotion pour essayer de refaire déclencher quelque chose. Ouais, on utilise souvent des parallèles avec d'autres pathologies somatiques, en fait. Ouais. Ça aide beaucoup les patients à prendre conscience. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est clair, et ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais c'est un énorme travail, la prise de conscience. Et pour moi, c'est une fois qu'il y a la prise de conscience, effectivement, là, on va pouvoir avancer. Et c'est finalement le plus grand pas en avant qu'on ait pu faire avec le patient. Donc, faire des parallèles entre, effectivement, la santé mentale et la santé somatique, ce qu'on ferait pour notre santé physique versus ce qu'on refuse de faire pour notre santé mentale. Ça, c'est des choses qui peuvent aider à prendre conscience. Faire de l'éducation aussi, juste autour des symptômes, autour des conséquences des symptômes. Rappeler aux patients, parce que souvent, il y a plein de patients qui ne savent pas que, par exemple, se faire vomir tous les jours, c'est quelque chose qui peut être à risque pour leur cœur, qui peuvent décéder de ces vomissements qui sont chroniques. Rien que de leur dire ça, des fois, moi, quand je dis ça aux patients, des fois, ils disent je ne savais pas, mais maintenant que vous me le dites, je vais réfléchir. Enfin, c'est pas que je vais réfléchir parce que ce n'est pas volontaire, ça fait partie d'une maladie, mais ça permet de prendre un certain recul sur qu'est-ce que je suis en train de faire, peut-être que j'ai besoin de soins, en fait. Donc voilà, c'est éduquer aussi sur quels sont les symptômes, quels sont les risques de ces symptômes, quels sont les risques de la chronicisation. C'est quelque chose que je fais aussi au quotidien avec des patients qui arrivent dans des états gravissimes, mais c'est de reprendre aussi... Parce que c'est des patients... Alors, moi, je parle surtout de l'anorexie mentale là, parce que c'est dans l'anorexie mentale qu'on a le plus de déni, finalement, de déni non intentionnel, on va dire, où les patients trouvent une forme de mieux-être grâce aux symptômes alimentaires. Et donc, c'est ça qui fait qu'elles ne vont pas aller forcément vers les soins très vite. C'est que les symptômes, le trouble alimentaire permet peut-être de trouver un certain équilibre à un moment donné, de trouver une certaine solution à d'autres problématiques et de trouver un équilibre qui convient. Et donc, l'idée n'est pas forcément d'aller consulter quelqu'un pour se déséquilibrer. Donc, souvent, ils arrivent en consultation sur des complications déjà, et c'est en reprenant ces complications-là et en aidant la personne à analyser toutes les conséquences négatives qu'il peut y avoir aussi de ce comportement, tout ce que ça empêche de faire et tout ce que ça peut amener à avoir comme conséquence dans le futur, peut permettre d'aider à prendre conscience qu'il va falloir bouger de cet équilibre vers un autre. Voilà, donc c'est des choses qu'on essaie de faire en consultation avec ces entretiens motivationnels où on va essayer de faire les balances pour et contre, finalement, des symptômes alimentaires actuels pour aider la personne à engager un mouvement vers un changement.
pour compléter dans la boulimie, les situations qui, moi, peuvent me mettre vraiment en difficulté, c'est tous les patients qui vomissent et qui refusent de faire les bilans sanguins malgré le tout, pour aller vérifier leur potassium, pour éviter tous les risques de troubles cardiaques et d'accidents cardiaques. Et là, on est encore de nouveau face à ce déni intentionnel, puisqu'elles savent très bien, on les a informées, on les a éduquées, et pour autant, on a quand même des patientes qui ne vont pas faire leur bilan sanguin pour aller vérifier le potassium, pour se mettre en sécurité, et on les voit arriver en HDJ de soins, à Montpellier on a ça, et on les voit avec des potassiums qui sont bas, il faut les recharger, enfin, ça reste vraiment compliqué. C'est des situations qui pour moi sont très, très inconfortables, parce qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose. Ouais. Dans ma carrière, par chance, j'ai eu une seule patiente à qui il est arrivé un accident cardiaque, mais une seule sur le nombre que j'ai vu, c'est infinitésimal, mais c'est bien sûr que c'est beaucoup trop. Et là, on est face à des situations complexes où on sait que les vomissements ont des retentissements, qu'il y a ce potassium qui est dans les chaussettes et que la patiente, on leur dit, au moins, si vous ne voulez pas adhérer aux soins complètement, faites les bilans à minima pour qu'on puisse un peu vous recharger, pour vous éviter la fatigue, parce que dès qu'elles sont en hypokaliémie, elles sont tout le temps épuisées, fatiguées, donc elles n'arrivent pas à réfléchir et à avancer sur d'autres problèmes. Mais parfois, on n'arrive même pas à avoir ce minimum d'alliance pour qu'elles aient au moins un bilan sanguin régulier pour vérifier le potassium. Donc on est au-devant de situations graves, toujours en permanence. Ouais, c'est un peu le côté addicto qui ressort, mais on peut, en tant que soignant de premier recours, faire de la réduction de risque avec le patient et essayer en tout cas d'avoir une alliance déjà en amenant sur cette réduction de risque. S'il n'y a pas un mouvement actif du patient de pouvoir s'engager dans des soins spécialisés, dans un changement, au moins lui dire voilà, moi je veux bien suivre les choses parce que de toute façon il le faut, c'est une maladie, je comprends que ce ne soit pas le moment là maintenant tout de suite, c'est encore trop compliqué, même si on essaye de ne pas perdre de temps comme on disait tout à l'heure, mais ce qu'on va faire c'est le minimum de ce qui est nécessaire pour surveiller, pour que les choses au moins ne se dégradent pas. Ou ne se complique pas. Donc c'est vraiment faire de la réduction de risque avec effectivement les bilans, le potassium à prescrire en parallèle après chaque vomissement, faire le strict minimum. Et après, l'importance aussi dans ces situations qui, comme on le dit, sont très complexes, de ne pas être tout seul. Et c'est là où la coordination avec d'autres soignants peut aider, parce que c'est en communiquant avec les autres soignants, entre le médecin généraliste, le diététicien qui va peut-être commencer une prise en charge et par exemple le psychiatre, ça permet d'avoir un discours commun sur l'intérêt du suivi, l'intérêt de la renutrition, l'intérêt de faire les bilans, l'intérêt, et à force en fait de travailler ça avec différents professionnels, il va y avoir une avancée, un cheminement qui va se faire auprès du patient, on espère en tout cas, qui va finir par accepter des petites choses et à partir du moment où on commence à changer des petites choses, c'est là où on peut vraiment envisager une suite.